This is where we believe. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Hey, this is Ron TMC right here. Me, Molly, Mitch. I just want to say thank you all, and as always, fuck everybody else. I love you. They're on top of the NBA world. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Warriors, votre podcast consacré à l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Dans ce 6e épisode, on s'arrête sur une période peu glorieuse pour nos guerriers de l'état doré, la saison 2000-2001, que l'on peut facilement nommer comme, jusqu'ici du moins, la pire saison des Warriors de l'ère moderne. Quand on s'amuse à traîner un peu dans les statistiques, il y a un chiffre qui interpelle, ce 20,7% de victoires. 17 victoires pour 65 défaites. Alors certes, il y a la saison 52-53 avec seulement 12 succès, mais sur 69 matchs au total. Et puis c'était une autre époque, le basket et la NBA eux-mêmes étaient en construction. Mais là, comment, au début des années 2000, l'équipe a-t-elle pu perdre autant de matchs ? Forcément, il y a des blessures, mais aussi certains joueurs qui pensent plus à manger des burgers qu'à aller s'entraîner, quelques problèmes d'alcool. Imaginez seulement 2 victoires entre le All-Star Break et la fin de la saison régulière. Bref, Golden State a touché le fond au début du nouveau millénaire. Allez, préparez-vous pour une saison galère, je vous emmène quelques années en arrière. Commençons par une petite revue des troupes. À l'aube de la saison 2000-2001, la star de l'équipe, le franchise player en quelque sorte, c'est l'ailier Antawn Jamison, le seul joueur du roster qui jouera les 82 matchs de la régulière, avec en moyenne 41 minutes de présence sur le parquet par rencontre. Et dans le 5 majeur, Jamison était épaulé à la main par le vétéran Mookie Blaylock, le jeune Larry Hughes en tant qu'arrière, Danny Fortson, l'ailier fort, tout juste recruté, et Eric Dampier au poste de pivot. Pour continuer le name-dropping, on peut citer la présence dans l'effectif cette saison-là de Bob Sura, Adonai Foyle, le rookie Mark Jackson et Chris Mullin. Et oui, à l'intersaison précédente, le C du Run TMC, presque quarantenaire, s'est fait couper par les Pacers et est revenu dans la baie à la Free Agency pour une saison à $1 million. Il mettra un terme à sa carrière de joueur NBA à la fin de l'exercice. Voilà pour les joueurs. Du côté des mecs en costard, c'est Dave Cowens qui crie des systèmes depuis le banc, sous le regard du general manager Gary Saint-Jean et du propriétaire Chris Cohan. Les présentations sont faites, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous venons d'entrer dans le nouveau millénaire et les Warriors, eux, sortent de leur période Latrell Sprewell. Ils n'ont plus participé aux playoffs depuis 1994 et restent sur des saisons bien ternes à la fin des années 90, où la franchise navigue dans les bas-fonds de la conférence Ouest, 13e, 12e, 10e les bonnes saisons. Bref, je sais pas si c'est comme être supporter des Pistons dans les années 2020, mais au début des années 2000, être fan des Warriors, c'était pas donné à tout le monde, surtout au vu de la saison à venir. Mais les mecs faisaient de bonnes pubs quand même, comme celle-ci, « It's a great time out ». It's a great time to have a ball. It's a great way to let it go. It's great Warriors basketball. It's a great time out. It's a great time out. Allez, nous sommes fin octobre et même si chaque automne on se le répète, on sait qu'il ne faut pas se fier au début de saison, le premier match des Warriors est encourageant le 31 octobre 2000 pour la rencontre d'ouverture. Golden State accueille un cador de l'Ouest, en l'occurrence les Suns de Jason Kidd. Et surprise, victoire des Warriors 96-94 après un 3 points de Chris Mills qui scelle le sort de Phoenix à 4 secondes de la fin. Chris Mills. Yes! Les 15 000 spectateurs californiens sont aux anges, mais vont vite redescendre sur terre après les 7 défaites d'affilée qui vont suivre. Mais bon, parfois on parle de défaites encourageantes, et là, c'était un peu le cas. Sur ces 7 matchs, 5 étaient contre des équipes qui avaient fait les playoffs la saison précédente, et par 2 fois, il a fallu des prolongations pour sceller le sort des Warriors. Donc au bout de 8 matchs, certes Golden State était en 1-7, mais avec un peu de réussite en plus, le bilan ne serait pas tout à fait le même. Rien de vraiment très inquiétant à ce stade, si ce n'est tout de même la blessure de Fortson, aka Big Daddy from Cincinnati,
Cincinnati, un intérieur que les Warriors avaient recruté donc à l'intersaison précédente pour ses capacités à prendre des rebonds avec ses 117 kg pour 201 cm de hauteur. Et lors du début de saison, Big Daddy répond aux attentes en tournant à 16 points et 16 rebonds de moyenne jusqu'à ce match le 12 novembre contre le Magic de Tracy McGrady. À la fin de la rencontre que les Warriors ont perdue, Danny fait part d'une grosse douleur dans son pied droit, il passe des examens et le verdict est sans appel, opération obligatoire, fin de saison pour Fortson. Donc bon, quand le gars que tu viens de recruter, qui est censé être l'une de tes pièces maîtresses, ne joue même pas 10 matchs, déjà, ça sent pas bon. Petite anecdote d'ailleurs en passant sur Danny Fortson, il avait une peur bleue de l'avion. Le GM Gary Saint-Jean a notamment raconté que lors du premier déplacement de l'équipe, dans l'avion, son regard se pose sur Fortson et il le voit tout blanc, en sueur, et il s'est dit « Oh, ça c'est un mauvais présage, notre gars le plus solide est en panique à 10 000 mètres d'altitude. » Je vous ai dit dans l'intro qu'il y avait une histoire de burger. Eh ben on y est. Juste quelques jours après la blessure de Fortson, le 17 novembre, les Warriors sont à Indianapolis pour affronter les Pacers. Mais au Conseco Fieldhouse, on commence à taper du pied, on s'impatiente de ne pas voir arriver le bus de Golden State. Ont-ils eu un accident ? Ça commence à établir des théories. Mais non, tout simplement, le meneur Mookie Blaylock, le vétéran de l'équipe qui avait été recruté en 99 pour apporter son expérience, sa sagesse, etc., fait faire un détour au chauffeur de bus parce que le type meurt d'envie de s'envoyer son meilleur burger. Le bus fait donc une pause sur la route entre l'hôtel et la salle, sur le parking d'un Steak and Shake. Les Warriors arrivent très en retard au match et devinez quoi ? Ils ont gagné ces bougres, victoire 92-90 de Golden State. Peut-être pas la meilleure prépa physique avant un match, mais bon, le résultat était là. S'ensuit, je vous rassure, une série de 6 défaites pour 3 victoires. Ce qui nous amène au 6 décembre, date importante dans cette saison morose puisqu'elle a été source de joie pour toute la Dub Nation. Ce jour-là, Golden State reçoit les Lakers de Kobe et Shaq, une équipe qui est alors en 14-6, donc dans une dynamique bien différente de celle des Warriors. Le match précédent à Seattle, dans une défaite, Anton Jamison avait planté 51 points. Les fans assis dans l'Oracle Arena espèrent alors assister à une belle prestation de la part de l'ailier californien. Et ils ne vont pas être déçus. Anton Jamison marche à nouveau sur l'eau. Il y a des soirs comme ça où le basket, c'est facile, tout rentre, on est dans la zone. Le match est serré, Jamison et Kobe se rendent coup pour coup, si bien qu'à un peu plus de 2 secondes du buzzer final, les deux équipes sont à égalité, 107 partout, remise en jeu Lakers. Malgré une prise à 2, Kobe tente un shoot à 3 points. C'est raté. Prolongation. Une prolongation dans laquelle les deux mêmes joueurs vont continuer leur show. Jameson's got 49. Let's do it again, even at 120. Jameson's got it! Back-to-back 51-point game! Anton Jamison, pour le deuxième match de suite, vient de mettre 51 points. Un panier qui permet en plus aux Warriors de mener de 2 points à 1 minute de la fin. Cette dernière minute s'écoule. Nouveau panier de Kobe. Lui aussi met 51 points ce soir-là. Les Warriors répondent et le scénario se répète. Encore une fois, il reste 2 secondes à jouer. Remise en jeu des Lakers, sauf que cette fois, Golden State est devant, 125-122. Et comme tout à l'heure, Kobe tente un 3 points d'encore plus loin, un peu désespéré. Ça tape le plexiglas, le buzzer retentit. Et la victoire des Warriors est scellée. Fin d'un match d'anthologie entre les deux équipes et qui se termine par une win pour nos Dubs.
Petite anecdote, avec 51 unités chacun, Jamison et Kobe sont devenus ce 6 décembre 2000 les premiers adversaires à atteindre ensemble un nombre de points aussi haut depuis un duel entre Chamberlain et Baylor en 1962. Par la suite, Kobe va régaler au scoring tout au long de sa carrière. Jamison, lui, ne réussira jamais plus à atteindre la barre des 50 points. Après cet éclair dans la nuit, s'en est suivi 5 défaites consécutives, dont 4 à la maison. Et pour ne rien arranger, l'infirmerie commence à se remplir côté Warriors. Un chiffre qui résume tout. Cette saison-là, Golden State a donné des minutes à 22 joueurs différents. Danny Fortson s'est donc blessé contre le Magic, mais après c'est au tour de Chris Mills fin novembre, puis suit Eric Dampier et Larry Hughes aussi en janvier. De nombreux blessés et une ambiance dans le vestiaire qui se délite. Petit exemple avec la relation entre le meneur vétéran Mookie Blaylock, le mangeur de burgers là, et le coach Dave Cowens qui va se tendre un peu plus. Nous sommes le 4 février 2001. Les Warriors sont en road trip et viennent de perdre 5 de leurs 6 dernières rencontres. Le lendemain soir, ils doivent affronter San Antonio avant de retourner dans la baie. Alors comme il est de coutume, les veilles de match, Cowens a prévu un petit entraînement collectif tranquille dans l'après-midi. Tout le monde arrive, un par un, tous sauf Mookie. À la place, Blaylock a préféré aller jouer au golf avec 2-3 potes. Pour se justifier, il dira qu'il a eu l'impression qu'il s'agissait d'un entraînement optionnel. Cowens prend ça comme un affront. Le lendemain, Blaylock est benché, il perd son statut de capitaine et les Warriors se font ouvrir par les Spurs, littéralement, défaite 109-85. L'ambiance entre les deux hommes ne va faire que se dégrader par la suite. Dans un article de The Athletic, le journaliste Marcus Thompson écrit que vers la fin de la saison, Blaylock sentait l'alcool à l'entraînement. C'est Vontigo Cummings, le meneur backup de Blaylock, qui lui relate cet épisode. Un jour, à l'entraînement, Vontigo doit défendre sur Mookie. La session se passe et à la fin, coach Cowens demande à Cummings de venir le voir et lui dit clairement qu'il sent le cognac. Cummings a eu beau se défendre, Cowens ne voulait rien entendre et Vontigo raconte qu'en fait, c'est parce que Cowens avait peur de Blaylock qu'il l'a convoqué lui et pas Mookie, alors qu'il savait très bien qui sentait vraiment l'alcool. Ce n'était pas la première fois que des effluves de cognac se faisaient sentir dans le gymnase, mais Cowens, selon Cummings en tout cas, craignait trop la réaction de Blaylock pour lui dire en face, c'est dire l'ambiance entre les deux hommes. Difficile en tout cas de vérifier cette allégation à l'encontre de Blaylock. Ce qui est sûr, c'est que bien des années plus tard, en 2013, à Atlanta, c'est l'alcool qui lui fera perdre le contrôle de sa voiture et provoquer un accident mortel dans lequel une femme de 46 ans a perdu la vie. Mookie était lui-même entre la vie et la mort à la suite du choc. Après son hospitalisation, il a été condamné à 15 ans de prison, peine finalement allégée à 3 années derrière les barreaux. Bien triste apparition dans la rubrique Faits divers pour l'ancien meneur. Parenthèse fermée, on revient sur cette saison catastrophique des Warriors. Nous sommes arrivés au All-Star Break. Bon, autant dire que c'est une période de repos pour nos Warriors, qui sont tous restés à la maison. Aucune sélection avec les étoiles de la Ligue cette saison-là dans l'équipe, forcément. Alors, on se dit, quelques jours de repos, ça ne peut que faire du bien à tout le monde. On essaie de bien terminer la saison. Bah écoutez bien ce qui va se passer. Les Warriors n'ont gagné que 2 matchs entre le All-Star Break et la fin de la saison régulière. La phrase est magique. Donc sur 34 rencontres, 32 défaites avec une magnifique série de 13 matchs perdus consécutivement pour terminer cette saison 2000-2001. Et puis quand on regarde les box scores, il y a du -20, -30, quasi -40 même parfois. Dans le vestiaire, le 18 avril, après le dernier match face aux Grizzlies de Vancouver, Anton Jamison déclare à la presse « Je veux juste remercier Dieu que cette saison soit finie, le cauchemar a pris fin. » Bon, on ne peut pas terminer cet épisode sans dire un mot de Chris Mullin. Cette saison-là, le gaucher de 37 ans est dans sa 16e et dernière saison. Après 3 exercices passés aux Pacers, il est revenu chez les Warriors pour terminer sa carrière. On ne choisit pas toujours ses sorties et nul doute que l'ailier aurait préféré un autre contexte. Mully va disputer 20 matchs au fil de la saison. Il va être 8 fois titulaire pour 19 minutes de moyenne par rencontre. Alors forcément, on est loin de ces années à All-Star où il tournait à plus de 25 points par match. Là, il faut se contenter d'à peine 6 unités. Mais bon, il s'agit plus d'un dernier round, une saison pour dire au revoir aux fans qu'autre chose. Et c'est toujours un bonheur pour la Dub Nation de le voir sur le parquet, au bon souvenir de l'époque Run TMC entre autres.
That's given them the lead. But you know Phoenix will come back. Mullen blocked Gugliotta's shot. How many years has it been since you've seen that? That does not happen very often. Et on notera également que pour clore cette saison morose, il y a tout de même eu la sélection du pivot Mark Jackson dans la All Rookie First Team. Grâce à ses belles prestations, ses stats quasi en double-double de moyenne, il termine même 3e des votes du Rookie de l'année, derrière Kenyon Martin et Mike Miller. Voilà, histoire de terminer quand même sur une note positive. Et puis ensuite, la franchise se reconstruira petit à petit et reprendra vraiment des couleurs grâce à l'épopée We Believe. Mais ça, on en parlera bien sûr un jour ou l'autre dans un épisode spécial. J'espère, en tout cas, comme d'habitude, que vous aurez appris des choses, que cette histoire peut faire relativiser quand parfois on se tape des saisons horribles où rien ne va. On peut toujours se dire que ce ne sera jamais pire qu'au début des années 2000. Enfin, j'espère, évidemment, qu'on ne battra jamais ce triste bilan record. Sur ce, moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Amis de la Dub Nation et d'ailleurs, salut!